Lignado, je vous écoute. Donc elle a des idées noires à cause de l'école principalement. Du lundi au vendredi de 8h à 18h, c'est nous les psychologues de la prévention en fait qui répondons aux appels. Par contre, de 18h à 8h, les week-ends et les jours fériés, c'est nos collègues infirmiers en fait de l'équipe du soin hospitalier qui assurent les téléphones. C'est pas une ligne d'urgence, c'est un tout petit peu différent, mais c'est vraiment une ligne d'écoute qui est à disposition des jeunes de 13 à 25 ans qui présentent un risque suicidaire au sens qui disent qu'ils ont envie de mourir, qui ont parfois pensé à un scénario, à une façon de mettre fin à leur jour, ou en tout cas qui sont dans une situation de grande souffrance, de grande détresse psychologique. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour que vous ayez des idées suicidaires? Qu'est-ce qui vous arrive? Et qu'est-ce qui fait que c'est devenu impossible à communiquer avec votre mère en ce moment? C'est des jeunes qui bien souvent sont à une étape de leur vie, donc l'adolescence, le jeune âge adulte, où il y a tout un ensemble de choses qui bougent, se transforment au niveau du physique, au niveau des relations, au niveau de comment envisager l'avenir. Et puis quand vous me dites je me coupe la peau et puis j'ai envie de mourir comme ça, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous vous coupez dans le but de mettre fin à vos jours? Est-ce que c'est pour vous soulager? Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Et est-ce que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui est au courant de ça? Est-ce que vous avez déjà pu en parler avec un professionnel ou peut-être un adulte de confiance qui est autour de vous? L'unité de crise Manatavi est basée sur une philosophie de soins qui est l'accessibilité et la continuité. Dans la question de la prévention du suicide, rendre accessibles les soins aux adolescents et puis au fond favoriser la continuité des soins après une tentative de suicide. Dans ces moments-là, ce sont des jeunes qui se sentent très très angoissés, déprimés, qui perdent de la motivation, qui peuvent être tristes aussi, sans vraiment savoir pourquoi. L'idée, c'est vraiment de pouvoir les rencontrer là où ils en sont, leur faire parler de leurs émotions du moment, et puis qu'ensemble, on puisse réfléchir ensemble à cette souffrance, ce mal-être, pour aller vers du mieux. Tout dépend des appels, c'est vrai que chaque rencontre est différente. Il y a des situations, par exemple, où ce sont des jeunes qui étaient plus à l'aise avec le téléphone. Et puis, c'est ce qu'on appelle des suivis téléphoniques, où on les a rappelés une fois, 2 fois, 3 fois. Enfin, moi, j'ai un souvenir d'un jeune avec qui on s'est parlé 8 fois au téléphone, donc sur plusieurs semaines, avant qu'il accepte un entretien en présence. Mais voilà, il lui a fallu ça pour se sentir en confiance. C'est un mandat préventif, d'accompagnement et d'orientation. Maintenant, si on sent qu'il y a quelque chose vraiment de très dépressif, c'est sûr qu'assez vite, on va essayer de l'utiliser comme un levier thérapeutique potentiel. De dire, mais voyez, là, on entend beaucoup de tristesse, moi je sens que vous êtes très pris par ce que vous vivez en ce moment, j'entends que vous vous isolez, que c'est difficile d'aller voir vos copains, qu'avec vos parents, la communication ne passe plus. Et ça, ce serait très important qu'on puisse se rencontrer en présence pour pouvoir en discuter un peu plus en profondeur, en fait. Quand on prend les décisions comme Ensuite, l'adolescent est vu seul, un moment où il peut aborder ses difficultés. C'est un moment aussi où on évalue la structure psychique de l'adolescent. On évalue aussi s'il y a eu des antécédents de passage à l'acte, s'il y a eu des tentatives de suicide dans le passé, s'il y a un terrain aussi fragile, donc une prise de toxiques, une addiction quelconque. On évalue aussi beaucoup le réseau qui est autour de lui, c'est-à-dire est-ce qu'il a de bons liens avec ses pairs, est-ce que avec son entourage il y a eu des facteurs qui pourraient être des facteurs de crise, une rupture sentimentale, un harcèlement à l'école, un harcèlement sur les réseaux sociaux. Toutes ces choses-là sont abordées avec le jeune pour qu'on puisse, nous, avoir une idée du risque de mise en danger de l'adolescent et répondre en conséquence. On a discuté tout à l'heure. Le plus fréquemment, on identifie la dépression derrière des idées suicidaires. Donc, et puis, au fond, c'est souvent l'adolescence, le travail de l'adolescence, la crise que ça peut générer dans les liens avec la famille, avec les pairs, qui peut amener à la crise suicidaire chez les jeunes qui ont un fond dépressif. Qui
s'est inquiété. Un jeune qui s'enfonce dans la déprime, qui se met dans un retrait social, qui commence à se renfermer, à plus trop parler, à se mettre à l'écart, à perdre du plaisir même dans ce qui lui plaît habituellement, et bien là c'est vrai alors nous on parle plutôt de dépressivité, mais enfin il y a quand même des aspects dépressifs à ce niveau-là qui deviennent assez évidents. Il y a aussi tout ce qui touche au côté un peu plus somatique, on évalue quelle est la qualité du sommeil. Ça c'est très important, notamment par rapport aux insomnies, difficultés d'endormissement, rupture du sommeil pendant la nuit, et puis bon après la fatigue que ça engendre et puis ce que ça implique aussi au niveau du moral, etc. L'alimentation. Est-ce qu'il y a une perte de poids? Est-ce qu'il y a une grosse prise de poids? Est-ce qu'au contraire il y a une espèce de contrôle de la nourriture? Ou est-ce que non, il n'y a pas vraiment de soucis? Donc ça c'est des choses qu'on évalue aussi, en tout cas au premier entretien. Il y a plusieurs façons de se faire du mal. Est-ce que vous, c'était plutôt par la scarification? Il y avait d'autres choses? C'était comment? Moi, c'était plus dans la scarification. Ouais. Et juste ça. Ouais. Et puis, le fait de se faire du mal, à ce moment-là, ça signifiait quoi pour vous? C'était finalement... C'était quand j'étais pas bien, le soir, quand j'étais toute seule dans mon lit, quand je pensais à tout. J'avais besoin de relâcher, du coup, je le faisais. C'était la seule manière de tout oublier, de me dire... et de relâcher un petit peu la pression. Et finalement, c'est quoi pour vous qui a été le plus aidant, le plus porteur en fait pour aller mieux? C'était de vous en parler, d'en parler à quelqu'un. Parce que j'avais besoin de tout dire à quelqu'un, parce que je pouvais pas tout expliquer à ma mère. Mais à vous, je pouvais tout vous dire sans que vous alliez le répéter à ma mère. Du coup, ce qui m'a pu aider, c'est de vous en parler et de pouvoir tout vous dire sans tabou. Quand la dépression résiste au traitement relationnel, c'est-à-dire que quand on met en place un traitement relationnel et qu'au fond les symptômes persistent, on doit pouvoir mettre en place un traitement antidépresseur en indiquant au fond aux parents et aux jeunes les enjeux autour de cette prescription. Il y a une surveillance accrue à faire. C'est vrai que ma fille elle est hermétique, un petit peu hermétique, mais parfois... Elle passait pas mal de temps dans sa chambre, mais on se dit c'est bon, elle est adolescente. Autour d'elle, tout allait bien, alors avec ses amis, l'école, des très bonnes notes, toujours, très bonnes notes, franchement, très bon élève. Et là, elle m'a avoué qu'elle ne se sentait pas bien du tout. D'abord, elle ne voulait pas me dire qu'est-ce qui s'est passé. Alors, j'ai dû un petit peu forcer la situation. Et là, elle m'a dit, maman, je sens que je ne veux pas vivre. Pardon. Et comment vous avez géré cette situation? Comment vous avez fait? Désolée, je me souviens de ça et je suis encore émue. Vous pouvez vous arrêter une minute? Très émue, on s'est embrassés, on était très proches. J'ai dit d'accord, alors tout de suite je vais trouver l'aide. Je vais chercher de l'aide, je vais la trouver. Et je me suis souvenue, je ne sais pas comment, de la pure, de Malatavi. Parfois, il faut une hospitalisation si au fond la mise en place d'un traitement relationnel n'est pas possible d'emblée. C'est une unité avec bien sûr des lits pour accueillir les adolescents. En fait, l'idée pour pouvoir les accueillir, c'est qu'il y a un accord de leur part et de la part des parents. Donc il y a une prise en charge avec un programme individuel, mais qui néanmoins s'articule avec des moments en groupe, des entretiens médico-infirmiers et puis des entretiens bien sûr réguliers avec les parents aussi. Les jeunes qui arrivent chez nous ont l'âge de 14 à 18 ans pour une durée de séjour moyenne de 2 à 3 semaines. Il y en a parmi eux qui ont déjà fait une tentative de suicide, d'autres qui expriment des idées suicidaires. Il y a des jeunes qui manifestent peut-être ce qui peut ressembler à la dépression. Il y a d'autres qui manifestent ce qui peut ressembler à la psychose ou à la schizophrénie. Et il y en a aussi qui manifestent parfois sous forme de troubles alimentaires, et nous ne permettons pas qu'il y ait une fixation de quelque chose. Nous prenons en soin les jeunes qui arrivent comme une difficulté passagère et voir aussi comment travailler sur les ressources qu'ils ont.
Et puis c'est vrai que généralement, ces symptômes-là s'estompent au bout d'un moment en fonction de chaque situation. Dans ce programme sont proposés un certain nombre d'objectifs qui sont consentis avec le jeune, que le jeune d'ailleurs énonce lui-même, avec l'aide du soignant ou des soignants. L'idée étant vraiment de travailler avec lui sur qu'est-ce qu'il se passe pour qu'aujourd'hui il soit habité d'idées suicidaires ou il est passé à l'acte. C'est-à-dire qu'il y a eu cette tentation du suicide sur laquelle il s'agit d'essayer de comprendre pour pouvoir non seulement prévenir le fait que ça se répète, mais pouvoir en faire quelque chose de créatif. C'est-à-dire qu'on a l'idée que si le jeune a tenté ou est tenté de se suicider, c'est qu'il n'arrive pas à tenter autre chose et qu'il y a quelque chose qui le freine par rapport à un désir de vivre, en fait. Est-ce qu'il y a eu d'autres adultes qui ont été des ressources pour vous, des gens de confiance avec qui vous avez pu parler un peu de toutes ces choses-là que vous viviez qui étaient difficiles? Oui, il y a eu mon conseiller social à mon école que j'allais voir régulièrement, à peu près toutes les semaines. Il me suivait pour savoir comment ça allait et voilà. Et lui, il avait vu votre mal-être, il avait réalisé que vous n'étiez pas très bien à cette période-là? Un jour, il était venu me chercher en classe et il m'avait demandé de lui montrer mes bras. Et c'était tout infecté, du coup, il m'a emmenée à l'infirmerie, il m'a désinfecté, il m'a mis des bandages et il a vu que j'étais malheureuse. Et à un moment, il a décidé d'appeler ma mère parce qu'il ne pouvait pas me laisser comme ça. Manatavi, c'est 45 personnes qui travaillent par rapport au réseau autour, c'est-à-dire de ne pas être un îlot, mais de pouvoir rester en lien avec l'ensemble des partenaires de la pédopsychiatrie et les partenaires sociaux, éducatifs. C'est vraiment un enjeu important de ne pas aller vers quelque chose qui soit isolé ou qui penserait avoir trouvé la solution unique. Une fois qu'on est sollicité par l'adolescent ou par son réseau social, le réseau de soins ou scolaire, nous demandons à ce que les parents soient avertis, soient au courant des motifs de la demande, de qu'est-ce qui inquiète le réseau. Nous demandons à avoir un contact avec les parents, donc nous avons d'abord un contact téléphonique et là on leur propose une première rencontre avec leur adolescent. Si je vois un adolescent dans la même situation que ma fille, je lui dirais de faire confiance à la personne qui est plus proche de lui. Peut-être les parents, peut-être c'est un oncle, un ami, un professeur, n'importe qui. Parfois, avec les parents, les choses ne se passent pas très bien. Ce n'était pas le cas de ma fille, mais parfois c'est comme ça. Alors de parler, de s'exprimer, de ne pas avoir peur de dire qu'est-ce qui se passe là-dedans. Ouais.